Shalem. Shalem Koulibaly was born in Cote d'Ivoire. He's a doctor of philosophy and he was educated at the Sorbonne University somewhere. What country is the Sorbonne? He taught philosophy in France and Israel, and he's now in Ouagadougou. He's at the University of Burkina Faso, where he's also the Secretary General of the University of Ouagadougou. Shalem is an important... He's an important observer of European anti-Semitism, and he's been engaged in the issues since the 1990s. In Paris in 1990, when did you start? We created an association for the dialogue among Jewish and Africans in 1994. So in 94, at a very crucial stage, Shalem was the founder of an organization that brought together Jews and people of African descent in France to discuss issues of colonialism, racism, and anti-Semitism. Shalem is, he was a visiting scholar with me at Yale, and he's working on issues of anti-Semitism and notions of language and the metaphysical position, or poison, rather, of anti-Semitism in discourse. And he wrote a very important paper on anti-Semitism in Africa and how the implications of anti-Semitism, which is European, sort of migrating into the discourse of Africa. So it's really an honor. Shalem is, as I said, a friend, a brother, but also, more importantly for this moment, he's really, he was a student of Emmanuel Levinas. He really combines, he's the only person I know that really mastered, I'd say, three, not only cultures, four? Okay. He'll explain the fourth in a minute. But he really, he understands in a deep, deep way sort of West African, Cote d'Ivoirian culture, Jewish culture, and Occidental European thought and philosophy. And I know people who are multilingual, but I don't know anybody who really understands deep sort of the philosophical traditions of three major cultures, civilizations. So it's really an honor that you're here. Thank you. Je vais parler doucement, je vais parler clairement, et je vais être précis de sorte que ceux qui ne connaissent pas le sujet, ou si dans mon sujet il y a des éléments qui sont un peu trop spéculatifs, ce que je ne voudrais pas faire, qu'ils puissent m'arrêter. Je vous donne ici un dialogue que j'ai eu avec un Africain qui est chrétien par rapport à un texte qui va être publié par Charles qui s'appelle Les équations antisémites. Je vais le faire, je vous laisse, vous prenez des noms, mais vous ne prenez pas son nom. Parce que je ne lui ai pas demandé l'autorisation de le faire, mais je suis en train de lui demander qu'on puisse essayer peut-être de faire un projet d'écriture entre un Africain qui est chrétien et qui est installé en France, qui est marié à une Française qui est un peu trois quarts asiatique, mais quelqu'un que je connais, ça fait pratiquement 25 ans, et qui est un panafricain pur et dur, et c'est un homme de gauche. Pour rigoler, il était dans le staff de... Il a été dans le staff de l'ancienne candidate à la présidentielle française, parce qu'il est du Poitou-Charentes. Je vais faire circuler, vous pouvez prendre des notes, parce que si vous lisez ce dialogue-là, les définitions qui sont ici, si vous les avez un peu en tête, vous pouvez comprendre ce que je vais dire aujourd'hui. D'où ce temps que je donne ici. L'article s'appelle « Les fausses équations de l'antisémitisme ». J'avais mis au départ « fausse équation » et « inéquation ». Avec les dialogues, on m'a dit d'en avoir une équation. J'ai voulu montrer comment est-ce que l'antisionisme et l'antisémitisme d'aujourd'hui constituent une langue aussi rigoureuse que les mathématiques. D'où cette utilisation de termes mathématiques. Mais vous savez que la langue elle-même, malgré son côté synchronique, est à quelque chose. Synchronique, ça dit ça. Ça évolue à chaque moment,
fait des synthèses et donc la langue est précise, comme les mathématiques. En français, quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Vous connaissez ou vous ne connaissez pas? Absolument. Donc, j'avais dans cet article, j'ai donné une définition où l'essentiel pour moi, c'était de montrer que antisémitisme et antisionisme, c'est la même chose. Je ne fais pas de spéculation. Je suis philosophe, je suis trop fatigué avec la spéculation, mais quand il s'agit de vie humaine, je ne fais pas de spéculation. Donc cette équation, il fallait la montrer. Donc, depuis au moins les années 70, il y a un philosophe français, Jean Kelevitch, qui avait donné cette citation, qui est la suivante. L'antisionisme est à cet égard, d'accord, une trouvaille. They discover something new. For them, pour eux, ils peuvent devenir, comment dire, librement, démocratiquement, antisémites. Donc, antisémite, ça veut dire quoi? Antisémite, si on reste dans ma logique, le sémite, c'est-à-dire dans la langue, quand vous dites Dieu, il y a le mot Dieu, le mot God, et puis il y a l'idée que ça représente. En linguistique, on dit le signifié et le signifiant. Donc, dans antisémite et antisionisme, il s'agit de savoir s'il y a le même signifié. Les signifiants sont différents. C'est vrai. Quand je dis antisémite, ça ne veut pas dire antisioniste. Ça, c'est vrai. Mais ce qui est derrière les deux mots, est-ce que c'est le même élément? Donc, si vous arrivez à montrer que ce qui est derrière les deux, c'est le même élément, alors l'équation, pour moi, dans mon texte, je mets toujours où? Antisémitisme ou antisionisme, pour moi, je mets toujours où? Parce que, personnellement, je me permettrai toujours d'écrire comme ça. Veuille que les plus grands professeurs de philo de France aujourd'hui disent que c'est pas bien, il faut critiquer. Ça, c'est ma position, elle est comme ça. Donc, vous voyez ici, citation de Jean Kelevitch, et ça, c'est mon ami africain qui vit en France, qui est docteur en philosophie, qui enseigne la philo, et en même temps qui est CPE, qui est conseiller pédagogique d'éducation. Donc, je mets ces réponses pour que vous puissiez voir comment est-ce qu'à l'intérieur de ce texte que j'ai écrit, qui va être publié, il y a une réaction d'un Africain qui ne sait même pas que je vais présenter ce dialogue. D'accord? Mais vous avez une idée de ce que n'importe quel Africain, lorsqu'il est instruit, il sait tout ce qui se passe dans le monde. Ce n'est plus les Africains des années 50, 60 qui venaient d'avoir les indépendances. Changez votre regard et votre manière d'écouter. Donc, par rapport à la citation de Jean Kelevitch, vous pouvez prendre la chose, mais vous ne prenez pas son nom. D'accord? Mais vous regardez la citation. Donc, voici sa réaction. Il y a un pléthore. Ça, on discute parce qu'il a lu mon texte, il a apporté ses remarques, il a corrigé un peu, et puis il réagit. Moi, je le fais pour ces textes aussi. Donc, pour lui, voici la position de quelqu'un. Il y a, voilà. On peut combattre le sionisme comme un nationalisme. Ça, c'est sa position, parce qu'aujourd'hui, on dit que c'est la fin des États, et curieusement, on accuse Israël d'être le seul État qui veut être national. Mais le signifié reste le même. Si vous regardez anti-sionisme, qui est sioniste? C'est les Juifs. C'est le signifié. Mais selon lui, c'est pas tout le monde. Il y a des Satmars qui ne sont pas sionistes, par exemple. Qui? Des Satmars, c'est une groupe acide, en fait, qui sont... Il dit là-bas, en fait, il y a des Juifs ultra-orthodoxes, et Israël est plein de ce type, en fait. Il y a... Why don't you ask some questions then? Let him finish his presentation. Yeah. Okay, sorry. Donc, je retiens, il dit que le sionisme, en tant que nationalisme, doit être combattu. Maintenant, il y a des... Moi-même, je critique quand je suis avec mes enfants, je dis des choses sur Israël. Quand je suis fâché, quand je suis à Choukran-Yehuda, je dis des choses sur Jérusalem que j'aime bien. D'accord? Entre mon fils et moi, on se fâche. D'accord? Je ne veux pas demander que mon fils soit moi. À l'identique. Donc, il y a des religieux qui ne se définissent pas comme sionistes, n'en demeure pas moins que le signifié qui est dans le sionisme, ils y sont. C'est le sionisme qu'eux veulent, que d'autres personnes ne veulent pas.
Moi, je veux un sionisme qui soit à la fois religieux et puis à la fois philosophique. D'autres veulent un sionisme qui soit, je sais pas, non religieux, laïque. Mais n'empêche que moi et les laïcs, on va boire la bière ensemble. On est à Jérusalem. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, retenez, c'est l'idée qui est derrière le mot qui est importante. D'accord? Le mot lui-même, il désigne quelque chose. Donc, dans les deux, on ne parle de même signifié. On ne parle pas du signifié vu par quelqu'un d'autre. On dit, est-ce que c'est la même chose? Donc, un sioniste, ce qui est dans sioniste, ce qui est dans sémite, c'est les mêmes signifiés. D'accord? Donc, en fait, c'est le juif. C'est le juif qui est le signifié de ces deux éléments. Et donc, quand je dis anti-sioniste, donc je dis anti-juif. D'accord? Mais c'est ce qu'on appelle une forme elliptique. C'est-à-dire, je ne dis pas, mais il est sous-entendu. Mais Jankélévis, c'est la génération de Lévinas. C'est des hommes qui sont droits, c'est des hommes qui ne cachent pas les mots. Ils disent qu'aujourd'hui, tout le monde veut démocratiquement, puisque nous défendons tous la démocratie, tout le monde veut démocratiquement, tout le monde veut démocratiquement être antisioniste, antisémite. Donc ils le font, ils l'affirment. Antisémitisme et l'Afrique subsaharienne. Pourquoi l'Afrique subsaharienne? Pourquoi pas l'Afrique? Depuis la création de l'État d'Israël, les Arabes ont décidé, le monde arabe a décidé que le sionisme n'avait pas encore justifié sa place dans cet espace. D'accord? Donc, je ne m'intéresse pas aux pays du Maghreb, puisque idéologiquement, ces pays ont pris une position. Donc, l'Afrique, qui appartient au tiers-monde, selon les termes géopolitiques, donc je parle de l'Afrique subsaharienne, où la majorité des personnes sont blancs comme moi, certains sont un peu verts, donc c'est à eux que je vais m'intéresser. Et pourquoi est-ce que je m'intéresse seulement à l'Afrique subsaharienne? Est-ce que je suis raciste? Est-ce que c'est parce qu'ils sont noirs que je m'intéresse à eux? Il y a des noirs dans les pays maghrébins. Je m'intéresse à eux parce que le premier élément, et ça c'est une citation que je vais vous donner encore, et cette citation, elle vient d'un auteur que j'apprécie beaucoup, et qui dit: quand un peuple reste silencieux devant l'antisémitisme, ce peuple collabore à sa propre destruction. Donc la question est de savoir, pour moi, est-ce que les jeunes africains noirs de l'Afrique en bas du Sahara ont une idée de ce que c'est que l'antisémitisme? Est-ce qu'ils le cultivent? Est-ce que l'antisémitisme sera demain une plante chez les Noirs, chez tous les États d'Afrique de l'Ouest, jusqu'en Afrique du Sud? Je ne parle pas de l'Afrique du Sud aussi, puisqu'il y a une présence juive physique, de communauté. Je parle de cette Afrique où il n'y a pas de présence visible de juifs. Comme par exemple en Afrique de l'Ouest, comme dans certains pays, il y a les Libanais, il y a les Asiatiques. Donc, est-ce qu'il y a l'antisémitisme chez les Noirs? Pas des Noirs en Amérique, pas des Noirs en France, pas des Noirs en Belgique, pas des Noirs en Angleterre. Mais ce qui m'intéresse, c'est les Noirs qui sont bleus comme moi et l'avenir de leurs enfants. Donc la première raison pourquoi je m'intéresse à l'Afrique subsaharienne, c'est parce que si on ne lutte pas contre l'antisémitisme, si on ne s'engage pas contre l'antisémitisme, donc c'est-à-dire contre l'antisionisme, on est responsable demain, on peut être responsable demain de la destruction de notre propre société. Donc c'est une question en termes lévinassiens de responsabilité pour soi et pour l'autre. Voici la raison pourquoi j'ai pris ces trois éléments. Je vais vous donner des questions que j'ai formulées, il y a de cela à peu près une dizaine d'années. Je vais lire ces questions
Et si vous voulez, je pourrais vous les balancer. Je posais un certain nombre de questions. Et que je nomme ici dans mon intervention de ce soir, anciennes questions indépassables. Des questions qu'on ne peut pas dépasser. Première question. L'antisionisme, ruse contemporaine de la haine du juif, est-il effectif chez les intellectuels africains d'Afrique noire? Première question. Deuxième question. Comment justement apprécier, qualifier alors l'antisémitisme en Afrique et chez les Africains? Le niveau de français, c'est bon pour tout le monde? Oui. Bien. Dès lors que ces deux réalités, c'est-à-dire antisémitisme et antisionisme, ne font qu'une seule réalité. Troisième question, troisième remarque. Si l'Amérique a américanisé l'antisémitisme européen, si des Afro-européens ont européanisé l'antisémitisme d'Afro-américains, l'Afrique noire n'africaniserait-elle pas demain l'antisémitisme ou l'antisionisme de ces diasporas? I come again. My question, pour ceux qui ne comprennent pas, ça va? Donc la question est de savoir, il faut être précis, hein, c'est une question très précise. Il y a le groupe des frères musulmans, de Farrakhan, et dans les années en 1989-90, il y a eu un problème à New York, High Crow, un quartier où des Noirs et des religieux se sont tapés pour un accident involontaire d'un religieux juif. Ça pétait. Bon, nous on était à Paris, on était avec des amis, on trouvait que c'était idiot que un accident arrive à opposer les choses. Donc, nous on était déjà engagés, on avait des amis et on a continué nos réflexions dans cette période. Donc, la question elle est très importante, elle n'est pas spéculative. Donc, est-ce que demain, les Noirs qui sont en France, qui sont en Belgique, vont mettre leur antisémitisme, c'est-à-dire antisionisme en Afrique noire, subsaharienne? Autrement dit, est-ce que ce n'est pas déjà fait? C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas déjà dans les têtes et que c'est l'occasion qui n'est pas encore donnée? C'est une question que je posais il y a pratiquement 10 ans. Donc nous sommes en 2000 combien? 2004. 8 ans. 8 ans. Non, 9. 2008, j'ai posé la question, nous sommes, ça fait combien? 6 ans? 5 ans. 5 ans. D'accord. L'autre question. Quand dans les années 60 et 80, certains nationalistes afro-américains adoptaient les discours antisémites, l'on parla d'épiphénomène. Vous savez ce que c'est que l'épiphénomène en philosophie? Oh, c'est pas important, ça va très vite, ça va disparaître, c'est comme une fumée qui sort, ça va disparaître. That is not important. Ce n'est même pas un phénomène. It doesn't exist. Épiphénomène. Ce n'est même pas un phénomène secondaire. Quand dans les années 60 et 80, certains nationalistes afro-américains adoptaient les discours antisémites, l'on parla d'épiphénomène. Quand des jeunes noirs en France s'avouaient ouvertement antisémites devant les caméras, c'est pas caché. C'était pas caché. Être antisémite et fier de l'être, on parlait également, et ça c'était écrit dans le journal Le Monde, on parlait également d'épiphénomène. Alors ma question que je posais il y a à peu près plusieurs années de cela, concernant l'Afrique. Est-ce qu'on oserait parler d'épiphénomène pour désigner l'antisémitisme ou l'antisionisme si demain on attaque des synagogues en Afrique subsaharienne, pas en Afrique du Sud, pas au Zimbabwe, pas au Congo où il y a une communauté qui a près de 100 ans d'existence, mais en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria c'est possible, vous allez voir, dans les pays où il n'y a pas de juifs
Ou quand on voit, ou un noir, quand il voit un juif, il ne peut pas dire lui s'il est juif, n'est pas juif. Ou il n'y a pas une... Je pose la question. Est-ce qu'on dira c'est épiphénomène? N'est-ce pas, est-ce que, demain, dernière question, n'est-ce pas en Afrique que naîtra un nouvel antisémitisme? L'antisémitisme de demain. Question. Elle est un peu spéculative. Aujourd'hui, ces deux dernières questions ont une réponse. Al-Qaïda s'est installé au Mali. Et l'objectif de Al-Qaïda, comme je vais vous le montrer, n'est pas de dominer l'Occident. C'est de revenir, un retour au temps du Moyen-Âge. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, avec l'évolution du temps, la finalité de l'universalisme que défendait l'ancien Premier ministre turc, qu'est-ce qu'il défendait? Un universalisme, ou du moins un islam à la manière des démocrates chrétiens. Ça veut dire quoi? On va s'asseoir sur les institutions occidentales, quand elles vont péter, on va régler le compte, en fait, on va arriver à notre finalité. Et la finalité, ce n'est pas de faire disparaître l'Occident. Ils ont besoin de l'Occident, ils ont besoin du génie de l'Occident. Mais il y a quelque chose dans cet Occident, dans ce judéo, dans cette civilisation judéo-chrétienne, il y a quelque chose dedans qu'il faut gommer. D'où ma question aujourd'hui, donc en mettant antisémitisme, globalisation et choses, ma question aujourd'hui, est-ce que avec l'antisionisme d'aujourd'hui, avec l'antisémitisme d'aujourd'hui, nous ne sommes pas retournés à la période, ou du moins à l'antisémitisme hitlérien? Ça, c'est très important. On doit poser cette question. On doit poser cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la multiplication des attentats, avec les discours antisionisme justifiés par des philosophes au nom des problèmes de société, est-ce que nous ne revenons plus à l'époque, ou du moins à l'antisémitisme hitlérien? Lévinas répondait à Shlomo Malka dans Lévinas, qui êtes-vous? J'ai l'impression que mon existence se serait passée entre un antisémitisme, un hitlérisme entre les deux guerres, et un hitlérisme qui ne peut pas passer. Nous sommes dans les années 80. Lévinas disait ça. Je me demande si mon existence ne s'est pas passée entre cette parenthèse, c'est-à-dire l'horizon qui s'offre depuis les années 80, et c'est là qu'on voit que c'est un génie. Depuis les années 80, il se posait cette question. Donc vous pouvez prendre Lévinas, qui êtes-vous? Donc c'est l'entretien qu'il a eu avec Poirier, c'est pas avec Malka, avec Poirier. Donc comme je le disais, la question qu'on doit formuler, c'est de savoir si effectivement nous sommes dans l'horizon d'un retour à l'antisémitisme dans les deux guerres, ou du moins si nous n'allons pas plus loin, c'est-à-dire vers la fin du 5e siècle, le début du 6e siècle, où le monde arabe a fait une conquête de l'Europe. Est-ce qu'il n'y a pas cette volonté derrière l'universalisme, le pseudo-universalisme que défendent les gars de Anada en Turquie, ce que font les terroristes? Est-ce que ce n'est pas un retour, est-ce que ce n'est pas le fantasme de la grandeur impossible? C'est une question qu'il faut poser. Mon deuxième point, c'est, je reviens sur l'idée, je l'ai dit, lutter donc contre l'antisémitisme, lutter contre l'antisionisme est une affaire d'humanité et de responsabilité historique. Pourquoi est-ce que moi, j'assume cette responsabilité? Je vous l'ai déjà dit, je vous ai dit que, c'est une responsabilité, non pas parce qu'on est philosémite, mais parce que tout antisémite travaille à sa propre destruction. Et ça me ferait mal, même si je ne vis plus en Afrique, j'enseigne dans un pays qui n'est pas le mien, le Ouagadougou, ça me ferait mal que les enfants de mes soeurs disparaissent et qu'ils deviennent antisémites. Qu'est-ce que je vais faire avec ceux que je connais? Si Charles va me voir à Boaké, ça va être compliqué. Donc, lutter pour l'antisémitisme, même si on n'aime pas les juifs, c'est d'abord lutter pour soi. Et pour lutter pour l'autre,
c'est une obligation, c'est une responsabilité historique. Deuxième raison, en dehors de cet égoïsme altruiste, il y a une deuxième raison, c'est que l'Afrique même a des ingrédients présents qui peuvent amener effectivement à une intensification de l'antisémitisme, donc c'est-à-dire de l'antisionisme. Le premier élément, rappelez-vous, en 93, enfin aussi dans les années 90, jusqu'en 93, au Rwanda, il y a eu un transfert de mots, de concepts et de pratiques hitlériens pour désigner des Tutsis qu'on dit c'est des sémites, c'est-à-dire sont étrangers à l'Afrique. D'accord? Ça, c'était dans les années 94. Ensuite, l'Afrique dispose d'un ethnicisme, d'un tribalisme, qui est un rejet, non pas de quelqu'un qui vient de Mars, mais un rejet de celui qui lui ressemble. Donc ça, ce sont des ingrédients qui font que, effectivement, ceux qui sont dans la logique de la haine, ceux qui sont dans la logique de l'antisémitisme, de la haine de l'autre, peuvent facilement devenir des antisémites. Donc c'est-à-dire que, en fait, le juif n'aura pas sa place. Un ami qui voudrait aller voir mes parents pour remettre un cadeau, si on sait que c'est un juif, il peut être tué comme Mera l'a fait pour des enfants sans défense. Parce que déjà, il y a une manière de penser où il y a des éléments politiques et sociologiques qui sont propres à l'Afrique et qui peuvent se greffer sur ces éléments, sur la haine portée par les antisionistes. Deuxième élément, troisième élément, l'antisémitisme est spiral. L'antisémitisme d'aujourd'hui est spiral. C'est-à-dire l'antisionisme est spiral. C'est-à-dire, je posais la question, est-ce qu'on retourne au temps entre les deux guerres, ou bien est-ce qu'on retourne au début du 6e siècle? Quand je parle d'une spiralité de l'antisémitisme, c'est que ce qui est spiral n'est pas rond. En fait, il y a une rondité, mais ce n'est pas fermé. Donc, en fait, on est dans des atmosphères, on est dans des degrés. Vous voyez, vous prenez un ressort qui se ferme comme ça. Quand vous le tirez, tous les endroits se rencontrent. Donc, aujourd'hui, quand vous voyez des enfants de 5 ans, 6 ans qui sont pourchassés, quand vous voyez ouvertement des intellectuels qui peuvent réfléchir, qui posent la question de savoir, mais et au sein de vous-même, dans votre peuple, vous avez des orthodoxes qui sont antisionistes, pourquoi est-ce que moi je ne le serais pas? D'accord? Ok? Donc, la logique, cette logique-là, ça nous amène à dire, théoriquement, nous sommes dans une sorte d'atmosphère. Ce n'est pas le même temps. Parce que ce qu'ils oublient, ils n'ont plus affaire aux mêmes juifs. Ce n'est plus les mêmes conditions. Le juif reste le même, mais ce n'est plus la même. Les rapports de force ne sont plus les mêmes. D'accord? Et la compréhension n'est plus la même. Donc cette spiralité de l'antisémitisme est devenue planétaire. Avant, nous les Africains, on se fâchait, on s'énervait, on disait vous êtes sous-développés, vous êtes en retard, et nous sommes en retard dans tout. Mais il me semblerait que sur l'antisémitisme ou l'antisionisme, nous ne sommes pas en retard. Nous ne sommes pas en retard. D'accord? Technologiquement, nous sommes en retard, mais au niveau des idées, et ça, nous ne sommes pas en retard. Donc, ce mimétisme planétaire, grâce à la globalisation, ce mimétisme, cette spiralité antisémite et antisioniste est partagée. Et la globalisation le permet. J'ai une autre définition de la globalisation qui n'est pas... Monsieur m'a demandé est-ce que je vais parler de l'environnement, j'ai dit non. Je vais parler plutôt de la globalisation comme une chance, ou du moins comme quelque chose un temps qui ne porte pas en soi-même le mal, mais que ceux qui ont une vision du monde le choisissent de faire le mal. D'accord? Sinon, dans ma définition, je disais que la globalisation qui est économique dans sa... Voilà, ça c'était une autre définition. En réalité, l'antisionisme vise le même signifié que l'antisémitisme. D'accord? Donc, vous pouvez lire
ces équations, les fausses équations que j'avais posées. Donc vous allez poser des questions après. Donc cette spiritualité, je vous disais qu'elle provient d'une certaine manière d'une forme de sensation d'atmosphère. Or, la globalisation en tant que contexte de circulation des marchandises, l'antisémitisme devient aussi une marchandise. En hébreu, on dit mochim komo devarim. On vend ça rapidement. Tu rentres sur Internet, tu tapes Israël, allez, tu as toutes les informations et puis tu bouffes tout. Donc l'antisionisme devient un objet de commercialisation. Mais là où la globalisation, c'est-à-dire le commerce, même le fait de la circulation des idées sur l'antisionisme et tout ça, dès qu'il y a circulation, il y a échange. On dit oui, bon, dans la globalisation, les pays riches deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres, mais on échange encore, on parle encore. Parce que si je vais acheter une voiture, même si je ne vous aime pas et que j'ai besoin de la voiture, on sera obligé de parler. Donc, la globalisation qui est commandée par l'économie permet encore l'échange entre les peuples. La preuve, moi je suis né à Boaké, au cœur de la Côte d'Ivoire. Grâce à la globalisation, grâce au transfert des choses, je m'achète un ordinateur, je me branche une chose et je peux parler à Champ. Souvent on se parle, on se voit, on dit ah, ok. Donc ce n'est pas l'échange, la globalisation, il ne faut pas en avoir peur. Or, qu'est-ce qui se passe avec les antisionistes? On veut exclure les juifs de cet espace. C'est-à-dire même commercer. Et c'est là que je dis les fausses équations, c'est que au temps de l'apartheid, les pays africains n'avaient pas condamné, ils faisaient du business. D'accord? Donc, le commerce veut dire, d'une certaine manière, la globalisation, je pense son aspect économique, encore dit il faut parler, il faut échanger. Or, dans le contexte, si vous lisez le livre de Barghouti, BDS, il faut exclure Israël des universités, du commerce, il ne faut pas commercer avec eux. Donc ça veut dire le refus du dialogue, le refus de s'ouvrir à l'autre. Or, la globalisation permet effectivement cette rencontre. Même si c'est des clashs économiques, même s'il y a la pauvreté, mais des choses sont possibles, on dialogue encore. Or, ceux qui défendent, ou du moins ceux qui défendent une autre cause que, par exemple, les sionistes, veulent exclure de ce commerce, de cette multiplicité, de cette vitesse des échanges, les sionistes. D'accord? Et effectivement, non seulement les sionistes, mais tous ceux qui sont pro-sionistes, sans être juifs, ok? Parce que dans la conférence que j'avais donnée en 2010, là-bas, j'avais montré des images prises sur YouTube, où vous voyez les jeunes africains dans les rues. Nous, on veut bouffer du juif, nous, on veut bouffer du juif. Et si vous le suivez, moi, je suis un peu le dialogue entre eux, ils disent que vous, les pro-sionistes qui êtes en Afrique, là, si vous voulez être, vous aimez bien Sion, allez-y chez eux, débarrassez de l'Afrique. Ils le disent, ils l'écrivent. C'est pas nouveau. Donc cette spirale, ce mimétisme planétaire, est l'un des éléments qui amène, effectivement, qui fait l'implantation de cette logique de la haine du juif partout. Et ça serait insulter un Africain comme moi de penser que parce que je suis à Ouagadougou, je ne sais pas ce qui se passe à New York. Vous pensez que je suis encore en dehors de l'histoire? Non. Il y a longtemps, j'étais dans l'histoire, contrairement à ce que d'autres personnes pensent. Donc ce mimétisme est très important. Or, la question que j'ai posée avant d'en arriver à ce mimétisme, c'était de savoir est-ce que nous sommes dans la même période que la période hitlérienne. Je vais donner 3 éléments pour réflexion. Pour moi, c'est toujours des hypothèses. C'est pour ça que j'écris très difficilement. 3 éléments au moins justifient cette approche, cette lecture de l'histoire. 1. L'intensification de la volonté d'exclusion des Juifs. 2. Désir de meurtre des Juifs. D'extermination collective des Juifs partout. Cette généralisation de la haine juive, cette amplification de l'antisémitisme ne correspond-il pas aux propagandes qu'on a connues?
avec l'individualisme consumériste, l'antisémitisme ou antisionisme est un objet de consommation, de plaisir. Désormais, chaque individu antisémite peut faire sa nuit de cristal, ou du moins son propre safari de juif. Ce qui s'est passé avec Mera ou avec les jeunes de Toulouse, c'est quoi? Je me lève, je ne suis pas content. Oui, bon, anti-Sion, bon, il y a eu problème à Gaza. Je vois le premier juif, je le tue. C'est du safari. C'est du safari. Ça veut dire que si tu marches, si tu n'attaques pas, tu n'es pas sûr de rentrer chez toi dans des pays démocratiques qui ont les moyens de... Vous comprenez ce que je veux dire? Je m'excuse, on va me dire que c'est un transfert de la chasse, mais c'est cette impression que j'ai. Je n'étais pas en France, j'étais à Ouaga. Je suivais ça de loin. Mais c'est cette impression et c'est cette manière, si elle est un peu bestiale, mais c'est ce que je dis. Vous avez vu l'image? Comment il courait derrière la petite fille et son frère, vous avez vu? Vous avez déjà fait un safari? Moi, quand j'étais petit, j'accompagnais un homme. Quand l'animal est blessé, il allait achever la petite. Quand un animal est blessé, il peut venir contre vous. Mais là, une fille de cet âge-là ne peut rien faire. Même blessé, même en colère, ne pouvait pas défendre. C'était donc sans défense. Donc, je disais plus haut, donc, avec notre individualisme consumériste, les méras vont se multiplier. 4. Comme l'hitlérisme rêvait d'une domination de 1000 ans, l'antisémitisme islamique rêve d'un empire islamique, comme l'écrivait Bernard Lewis dans Les Arabes dans l'histoire. Pour l'historien Cheikh Anta Diop, nobody's perfect, I'm a panafricaniste, tout, comme ça, le djihad arabe, avec son esclavagisme, a entamé le développement, le sous-développement du continent. Cheikh Anta Diop dit que vous voyez ce qui se passe en Afrique, le retard de l'Afrique a commencé avec les Arabes. Bon, si vous lisez l'échange entre mon ami et moi, quand il parle de la tribu K qui est dans la rue des Rosiers, lui c'est un gars de gauche, il te dit c'est des ignorants. Oh, je suppose, en tant que cartésien, je ne pense pas qu'on puisse faire un crime par ignorance et anti-platonicien. Donc pour l'historien Cheikh Anta Diop, le djihad arabe, avec son esclavagisme, a entamé le recul du continent africain, son sous-développement. Lorsque vous allez citer Mera, lorsque vous citez tous ces faits d'actualité qui passent de YouTube à YouTube, il se trouve des philosophes français pour vous dire que l'antisémitisme aujourd'hui en France est partout. Mais dans la bouche d'un philosophe, le partout veut dire que s'il est partout, il est nulle part. Et c'est l'un des grands philosophes. Pas des moindres. L'un des grands philosophes. Donc le livre s'appelle L'antisémitisme partout, aujourd'hui en France. Et le philosophe s'appelle Badiou. Alain Badiou. Il a écrit avec un autre quelqu'un qui s'appelle Eric Hazan. Il a écrit son livre en 2011. Or, Ilan Halimi a été tué en 2000. Ça fait 7 ans qu'ils ont tué Ilan. On peut se permettre de dire que l'antisémitisme n'existe pas. Mais selon le philosophe Alain Badiou, malgré l'atmosphère faisant peser l'antisémitisme, faisant penser à l'antisémitisme de la période hitlérienne et la nôtre, dit que l'antisémitisme est une vue de l'esprit. C'est le juif qui crée l'antisémitisme. Ce n'est plus comme ça que disait que c'est l'antisémite qui crée le juif. Mais non, Badiou, il revient, il tourne. Ah non, 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 ça, il avait tort. L'antisémitisme n'existe pas. S'il existe, c'est dans la tête du juif. Mera a tué, non, 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 ça n'existe pas. L'enfant qui a été tué, ça doit être dans la tête. C'est ça la déspécialisation. Je reprends doucement parce que là, je suis en train de monter un peu d'un cran. Avec cet antisémitisme qui est partout et nulle part, on appelle ça, enfin j'appelle ça dans mon langage, une déspatialisation de l'antisémitisme. Son immatérialisme, ça devient immatériel. Ça devient un fait psychologique. Si on dit que si ceux qui suivent au Nigeria, ils ont
tenté d'attaquer il y a 5 jours de cela le centre israélien, au Nigeria, Lagos. 5 jours de cela. Vous allez dire à M. Badiou, vous voyez, ils ne sont pas allés attaquer la mosquée d'à côté ou l'église simplement d'à côté, ils le font avec l'église. Non, si vous lui dites, il va dire non, ça c'est imaginaire. Enfin, c'est Molière. Illusoire. C'est Illusoire. Non, pas illusoire. Illusoire, c'est dans l'illusion, il y a un projet. Ici, nous parlons de factualité. Et dans la factualité, c'est que c'est inexistant, c'est immatériel. Ici, il y a une inexistence. S'il y a une existence, alors on est dans le nominalisme. On dirait que le mot a une réalité, que cette idée est réelle parce que... Non, d'accord? Ici, nous sommes dans... Nous réduisons, on déspécialise, on dématérialise l'antisémitisme, on le ramène à la... On le réduit à du psychologisme. Donc, contrairement à Sartre qui disait que l'antisémite est responsable de sa haine, avec Badiou, c'est le juif qui est responsable. Non pas de la haine de l'autre, mais non, de la haine elle-même, c'est-à-dire des réalités. Qu'on le tue, ce n'est pas vrai, ces réalités n'existent pas. Vous savez pourquoi il le fait? Pourquoi il dit ça? Il fait ça pour aider les pauvres nègres et arabes des quartiers et des banlieues. Je suis sensible à ça quand même. Si je passe dans la rue que le policier me demande 3 fois ma pièce, je ne demande pas au petit Dupont qui est à côté, ça me fait un peu mal quand même. Mais ça, c'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Le tiers-mondisme, la gauche, a toujours voulu parler au nom des pauvres, jusqu'au totalitarisme communiste. On veut le bien des pauvres. Et la logique de Badiou, c'est de critiquer, c'est de citer des personnes qui étaient de gauche, qui ne le sont plus. Il cite qui? Il cite Béni Lévy, malheureusement c'est un ami qui est décédé en plein âge. Il était le secrétaire de Jean-Paul Sartre. Il a créé à Jérusalem le centre des études lévinassiennes. Bon, j'étais un peu dans sa garde rapprochée. On était tout le temps ensemble avec un autre copain qui s'appelle Michael Seban. Mais malheureusement, Béni Lévy, il s'appelait Pierre Victor. Quand il était secrétaire de Jean-Paul Sartre, c'est Jean-Paul Sartre qui lui a dit, bon, écoute, prends ton nom juif, sois-en fier. Et Lévinas a été son second maître, qui l'a ramené à comprendre que tout ce qu'il cherchait dans la gauche, parce que Béni Lévy a aidé les Palestiniens, hein. Il a été dans les camps d'entraînement, c'est un juif, hein. Il a été dans les camps d'entraînement des Palestiniens, il les a aidés. Et Jean-Paul Sartre, qui n'était pas de gauche, hein, qui était un bourgeois honteux, pas d'après lui-même. Hein? Il me semble que Jean-Paul Sartre ne serait pas d'accord avec ses analyses, ni de ses positions, ni de... Peut-être que vous le voyez. Ah non, ben, lisez ses textes, hein, je ne le dis pas lui-même quand il pose la problématique de la philosophie et de la pensée. Il dit que épouser, c'est-à-dire que quand tu n'es pas... Parce qu'il avait honte du fait qu'il était bourgeois, et puis d'une bourgeoisie rochelaise. Il a grandi à La Rochelle. Donc, non, il n'en était pas fier. Relisez, je ne sais plus lequel des livres, La responsabilité de l'écrivain. Lisez ça. Donc, ici nous avons affaire donc, à un philosophe qui inverse, qui dématérialise, et jusqu'à ce que maintenant ses protagonistes sont quoi? Béni Lévy, Bernard-Henri Lévy et Milner. Milner, c'est un linguiste. Peut-être que si j'arrive à... J'ai un texte inédit de lui que Béni Lévy m'a donné par l'intermédiaire de Michael, où il définit le négationnisme. Il n'était pas encore dans le négationnisme. Donc dans le petit livre de Badiou, il reprend et il attaque systématiquement quoi? Que des juifs, qui étaient de gauche avant, et qui ne le sont plus. Béni Lévy, il est devenu un Talmid Chacham, il allait à la synagogue, mais il continue à faire la philo. Voilà. Et donc, dans le livre de Badiou, vous devrez décoder ce qu'il dit. C'est un petit livre, hein. Vous le lisez en une heure, grand maximum. Vite fait. Donc, son objectif, lui aussi,
c'est au nom des pauvres, au nom d'une vraie lutte contre le prolétariat, arriver à réinventer une vraie défense du pauvre. Or, je vais vous surprendre. Vous savez que Mera avait 11 complices arrêtés. D'accord? Dans ces 11 complices, contrairement à ce qu'on dit, il y a peut-être, ils n'étaient pas tous musulmans ou islamisés. Il y avait des chrétiens, il y en a beaucoup, et il y avait des antillais. Il y avait des antillais. Par exemple, vous prenez le jeune Jérémy Louis Sidney, il est antillais. Il est antillais. Et vous connaissez la problématique des Antilles. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'avais fait déjà une conférence là-dessus. Les antisémites antillais, ils ont leur propre chose, leur propre logique. Ils disent, au nom de certains éléments de l'histoire, de leur histoire, ils disent que les Juifs sont des béquets et c'est eux qui étaient les esclavagistes. D'accord? Et donc, ce n'est pas étonnant. Quand vous lisez, il s'appelle Jérémy Louis Sidney, ce n'est pas Mamadou Koulibaly. Alors, vous ne pouvez pas immédiatement imaginer qu'il s'agit de quelqu'un qui est blanc comme moi. Un jeune qui s'appelle Yann Nsakou, il a 19 ans, il est chrétien d'origine congolaise. D'accord? Lui, il s'est islamisé. Et dans cette islamisation, il est passé à l'acte, ou du moins il a servi d'aide à Mera et puis aux autres de Toulouse. Notons que ces nouveaux terroristes urbains, parce que moi je les appelle des terroristes et des terroristes urbains. Parce qu'au village, il y a une autre logique antisémite. Eux n'ont jamais vu de juifs, ben, ils n'aiment pas les juifs. D'accord? Mais l'antisémitisme urbain a la même grammaire que dans tous les continents. Et c'est cet antisémitisme qu'on retrouvera en Afrique et qui va exister en Afrique. Et au Mali, ça va se développer. Notons que ces nouveaux terroristes urbains, ces antisionistes citadins, semblent se situer au-delà de la religion, bien que nourris d'anti-judaïsme ambiant de l'Occident. C'est-à-dire que, c'est une belle phrase de Lévinas, il est juste noté à côté, Lévinas dit que la laïcité occidentale ressemble curieusement à une atmosphère, à une ambiance d'église. Parce que vous rentrez dans n'importe quel village, la première des choses que vous voyez, c'est quoi? À l'entrée, il y a quoi? Une croix. On utilise beaucoup de mots qui viennent de quoi? Du christianisme. On vit tellement dans cette ambiance, dit Lévinas, qu'on ne se rend pas compte qu'on nage dans le christianisme. Donc cette forme de laïcité participe d'une certaine manière à une forme d'assimilation, et c'est bon, c'est un autre niveau, c'est l'anti-judaïsme, mais c'est un autre niveau. Mais ces jeunes-là, qu'ils soient islamisés, qu'ils soient christianisés, qu'ils soient païens ou athées, ils nagent dans un antisémitisme, ambiant. Donc, la dernière partie pas la dernière partie, mais une partie où je vais laisser les questions. La dernière partie, deux dernières parties que je voudrais vous donner, c'est revenir sur la globalisation de l'antisémitisme en parlant du Mali. Ne vous trompez pas. Je l'ai déjà dit au départ. Le monde de l'islam contemporain rêve d'un retour de l'empire islamique. Que ce soit les Turcs, que ce soit en Égypte, que ce soit en Afrique, il y a un désir chez certains musulmans, pas chez les musulmans, chez certains musulmans, chez certains islamistes, d'un islamisme pur et dur. Donc la question que moi je pose et que je vais voir comment mes amis vont réagir, est-ce que l'islamisation au forceps, vous savez ce que veut dire le forceps? L'islamisation de l'Afrique au forceps, avec ce qui se passe au Mali, est-ce que
est-ce que cette législation n'annonce pas la fin de la négritude? La fin de la négritude, vous savez ce que c'est que la négritude? C'est-à-dire que c'est le mouvement, du moins, la conscience d'être noir, de s'affirmer, d'accepter ses cultures. Aimé Césaire donne une très bonne définition. C'est-à-dire que, est-ce que l'islamisation au forceps n'est pas la fin de la négritude? Vous peut-être que ça ne vous intéresse pas, mais les Noirs, ceux qui faisaient la charia au Mali, ceux qui détruisaient des monuments de 1000 ans, de 800 ans, ce n'étaient pas des bleus aux yeux bleus. Ceux qui coupaient les bras, c'est vrai, il y a des Arabes dedans, qui sont comme tous les Arabes, comme des Touaregs. Mais ceux qui coupaient les bras, ceux qui étaient les collabos, c'était des hommes comme moi. Est-ce que l'islamisation au forceps de l'Afrique subsaharienne n'est pas la fin de la négritude? Est-ce que ce n'est pas la fin du panafricanisme? Question que les Africains doivent se poser et que je pose. Pourquoi? Et cette islamisation prend deux formes. Celle du Mali est brutale, mais il y a une qui est plus douce. Quand j'étais petit, c'est dans le texte, après je vais le réécrire. Quand j'étais petit, il y avait les Wahhabias. Vous connaissez les Wahhabias? Ils mettent leurs femmes en tout noir et quand j'étais petit, pour nous c'était une curiosité. Aujourd'hui, ils deviennent plus nombreux en Afrique. Quand moi j'étais petit, que j'accompagnais mes grands frères à l'université d'Abidjan, quand je rentrais dans le campus, il n'y avait pas de personnes voilées. Il était impossible de rentrer dans une salle avec le voile. Aujourd'hui, à l'université, les filles sont voilées. Les filles sont voilées. Vous trouvez des personnes avec la barbichette, et parmi les Wahhabias, le pantalon arrive ici. Ils portent des pantalons qui arrivent ici. Par pureté. Il ne faut pas que la saleté du monde extérieur rentre chez eux, les accompagne. Nous, ils ont des petits pantalons. Ils nous font le business quand eux. Donc, ce qui était une curiosité pour moi est devenu la norme. Or, le mouvement wahhabite est supporté par les frères musulmans. Et l'un des missionnaires BCBG des frères musulmans, c'est qui? Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, j'enseigne au Burkina depuis 6 ans. Au moins chaque 2 ans, il vient au Burkina faire des séminaires. Et il remplit des salles. Mais lui, c'est l'islam BCBG. C'est l'islam qui est proche de celui de la Turquie. Mais il est de la famille de ceux qui ont créé les frères musulmans. Il est même héritier. J'ai une étudiante qui est au Maroc. Il va au Maroc aussi. Les étudiants africains, aujourd'hui à cause de la politique d'immigration de la France, beaucoup ne peuvent pas continuer leurs grandes études en France. Donc le Maroc est un tampon. Donc beaucoup vont au Maroc et monsieur PCBG, les frères musulmans, donnent des cours. Donc, deuxième question, troisième élément, dernier en fait, en dépit de tout ce que j'ai dit, et avec la douleur que les Africains ressentent avec ce qui est arrivé au Mali, parce que c'est une douleur pour les Africains. Vous ne connaissez pas l'importance du Mali pour les Africains, d'Afrique subsaharienne. Le Mali, c'est la fierté des Africains. Si vous lisez le texte, l'épopée de Sundiata, et je suis en train de faire un travail sur les femmes qui ont permis que cet empire se lève. Le Mali, c'est une douche froide. C'est un coup de fouet, de feu, que tout panafricain, tout noir, qui connaît son histoire, a reçu sur sa tête. Paradoxalement, est-ce que ce n'est pas là l'occasion pour qu'il y ait une solidarité entre juifs et africains? Parce que ils ont vu ce que vaut la charia. Ils ont vu ce que vaut l'islamisation. Du moins, pour les plus intelligents. Nous le savons, les terroristes anti-sionistes font une guerre par procuration. Leur but, la finalité de leur combat qu'ils mènent contre l'Occident, vise le rejet des sionistes, leur disparition dans la mer, comme disent certaines chartes,
Bref, une solution finale pour débarrasser l'humanité musulmane, l'humanité tout entière, comme Hitler voulait débarrasser l'humanité européenne des Juifs. Avant le 11 septembre, nous on était en 99, 98, 99, 2000 en Israël. Quand on se rencontrait, on disait un pigou ayom. Vous vous rappelez en 2000? Est-ce que vous vous rappelez? Mais Badu dit que le problème antisionisme en France n'a commencé qu'en 2002. Mais nous, quand on était enseignants, j'ai mes étudiants qui m'appelaient ah, ok, mais quand on s'est rencontrés en tant que civils et que du matin jusqu'à 16 h, s'il n'y a pas eu une explosion de bombes, on se dit, ben, on dirait qu'on n'est plus en Israël. Est-ce que c'est supportable? Et l'Amérique, après le 11 septembre, a compris ce que signifiait le terrorisme. C'est vrai, tout ce temps où ce n'était pas l'Amérique, où ce n'était pas ce qu'on dit, il y avait les clashs de culture qu'on a dit il y a longtemps. Ils n'arrivaient pas à comprendre ce que signifiait lutter contre le terrorisme. Les Américains ont compris qu'après le 11 septembre, ce que signifie le terrorisme, ça a été dit, je pense que leur président ou bien leur ministre des Affaires étrangères, j'ai noté ça. Pourquoi? Parce que j'étais en Israël. J'étais en Israël, j'ai été même réveillé par un voisin. Les Noirs qui sont antisémites, je reviens là-dessus, les Noirs qui sont antisémites, je vais dire, les Afro-Américains, les Afro-Brésiliens, les Afro-Antillais, qui sont antisémites, ne savent pas que pour les islamistes, ils ne seront que des objets de la charia. Quant aux juifs, ils seront tout simplement enlevés de ce monde. Avec la globalisation, l'antisémitisme devient planétaire. Cela à la mesure de la démesure des antisionismes. Désormais, tout occidental peut, sans forcément vouloir l'admettre, voir que la lutte de l'antisémitisme, de l'antisionisme, est une barrière contre sa propre destruction, par la volonté de puissance, par l'impérialisme des antisionistes. Donc, si un Noir, si un Afro, si l'Occident s'engage dans le combat contre l'antisémitisme, ils ne doivent pas penser qu'ils font du bien aux Juifs. Ils protègent eux-mêmes leur société d'une destruction. Tout au plus, dans l'objectif, c'est ce que je pense, je peux me tromper, et comme en tant que philosophe, j'accepte les choses, mais dans ma vision, l'ordre, ça serait, comme il dit, il y a Umayya, comment il dit, ils ont deux termes, il y a Umayya Nabi, et puis il y a l'Umayya universaliste des musulmans. C'est-à-dire qu'ils ont deux grandes communautés, la communauté des Nabi, des maîtres, et la communauté musulmane, partout dont ils sont fiers. Donc, dans leur vision hiérarchique, ils vont, eux, les hommes du Nabi vont être en haut, les musulmans de partout seront ensuite après, il y aura les occidentaux, où ils se convertissent, ou ils ne se convertissent pas, et puis après, il y aura les noirs pour faire les travaux, et puis on va couper leurs bras ou leurs pieds, à la limite, et puis bon, ils voudront un monde sans juifs. Et je suis contre cet antisémitisme et cet antisionisme. Pour plusieurs raisons, et je le fais personnellement, et ce n'est pas parce que je suis devant vous que je le fais, comme je l'ai vu avec mes amis, je discute avec des amis qui ont une culture traditionnelle encore africaine, ce sont des philosophes qui ont été nourris par la vraie philosophie occidentale, nous avons été nourris par nos traditions et par la philosophie des Lumières, nous avons choisi chacun des philosophes. L'ami avec qui je fais cette conversation, il est kantien, j'aime pas Kant. Parce que Kant était un antisémite aussi et raciste. Mais lui, il est kantien. Moi, je suis Nietzsche. Nietzsche était aussi antisémite des Chinois, mais je suis lévinassien. Donc, finalement, le problème en philosophie n'est pas tant la critique, mais c'est par moments, comme dit Nietzsche, il faut philosopher avec son sang, il faut philosopher avec la vérité, il faut philosopher avec l'existence. Je ne voudrais pas un monde sans existence, sans juif existant. Je vous remercie et j'attends vos questions.
selon vous, nous ne voyons pas déjà, en fait, les récoltes des grains de l'antisémitisme déjà au Nigeria, dans la forme de Boko Haram, même si c'est un conflit entre les chrétiens et les musulmans, selon moi, je crois qu'il y a en fait déjà le début ou le commencement d'un thème anti-judaïque, anti-zioniste, antisémitique, comme vous voulez. Donc, pouvez-vous commenter à propos de ceci? Maintenant, en fait, nous les philosophes, on est un peu tordus. Dans mon discours, je vous ai dit que les antisionistes font la guerre par procuration. Boko Haram, jusqu'à présent, veut un islam pur, un empire islamique. Donc, ils commencent par nettoyer autour d'eux. Et les premiers éléments qu'ils voient, c'est les chrétiens. Ce qu'on appelle les traditionalistes africains, qui sont ni chrétiens ni musulmans, eux, ils peuvent les tuer facilement parce que c'est des gars qui sont dans les villages, vous comprenez. Mais l'objectif de Boko Haram, c'est la victoire de l'islam dans le monde. Mais tout à l'heure, je vous ai dit, ils travaillent par procuration. L'islam dans le monde, celui de Al-Qaïda, Boko Haram se réclame d'Al-Qaïda. Mais Boko Haram ne faisait pas des prises d'otages. Ils sont montés d'un cran. Maintenant, ils font des otages. Ils font du business. Et c'est pourquoi, si vous lisez les journaux africains, on les appelle des brigands et des criminels. Les journalistes le disent. Donc, la grandeur d'une religion, disait Lévinas, n'est pas tant de prêcher la tolérance aux autres. Non, c'est de respecter que l'autre pratique sa religion parce que c'est mon concitoyen. Au-delà de ça, la religion est une dégénérescence. Donc Boko Haram, jusqu'à présent, il était dans une logique d'universalisation de l'islam, de la pureté islamique. Aujourd'hui, ils sont rentrés dans la logique du terrorisme business. Je prends un petit Français, je le monnaie 17 millions, et puis, en temps, je ne vous ai pas parlé de Fofana, ceux qui ont tué Ilan Halami. Ils sont partis des mêmes préjugés. Ah, les Juifs sont riches. Donc, après, Boko Haram va dire, oui, mais quand on prend les Français, on a tellement pris 50 millions, il faut chercher les plus riches de la terre. Donc, demain, un Juif qui marche dans la rue peut être pris otage. Il va être pris en tant que Juif. Non pas en tant que peut-être il est bleu ou noir, non. Les Juifs sont riches. Donc l'antisémitisme, le préjugé, l'imago, de cet imago va venir. Et je pense que c'est au fond. Pour le moment, comme quand ils voient un blanc, s'ils voient un Juif, s'il est blanc ou autre chose, ça va pas. Mais je ne sais pas, si demain je passe et puis j'ai une kippa et puis j'ai les cités dans l'air, si je passe au Nigeria, peut-être qu'ils vont dire, bon, peut-être ça c'est un Juif. Mais je vous apprends, il y a à peu près 2000 familles noires qui ne sont pas des juifs rabbiniques, mais qui se réclament du judaïsme. C'est-à-dire, en général, des Ibo, au Nigeria, ils sont 2000 à peu près, ils se réclament. Donc, qu'est-ce qui est important ici? C'est de voir que ces personnes-là, et en termes philosophiques, leur méta-mémoire, c'est-à-dire la mémoire qu'ils ont et qu'ils affirment et qu'ils la reconnaissent, c'est une mémoire qui est rattachée au judaïsme. D'accord? Demain, ces personnes-là auront des problèmes. Même s'ils ne sont pas juifs depuis Sinaï. Mais comme ils se réclament, ils s'approchent. Je peux vous donner un cas historique, étudié, que je suis Ouganda. Il y a eu des juifs en Ouganda. Amin Dada leur a posé des problèmes. Et quand il a eu l'avion qui a été pris, il a séparé les juifs et les non-juifs. On peut dire que Amin Dada n'était pas philosophe, hein, mais il a dit que ça c'est juif. Bon, ici, les juifs vous ne partez pas, les autres, bon, vous pouvez. Donc il y a toujours derrière l'écran un objectif. Alors, pour combattre ce problème de proclivité qui existe là-dedans, Jonathan, faut-il faire des alliances avec des juifs comme faisait Nelson Mandela pendant des années passées?
faut-il faire ces alliances pour rebondir et pour repousser ces éléments de son pays? Bon, les stratégies de combat sont énormes. Moi, je suis philosophe. D'accord. Je rentre dans la stratégie philosophique. Donc, si je dois insulter M. Badiou, je n'ai pas peur, je vais l'insulter devant lui et devant sa maman. Ça, c'est ce que je peux faire. Quand je dis sa maman, c'est-à-dire sa mère, notre mère, c'est la philosophie. C'est la philosophie qui nous... chose, sinon je ne vais pas lui manquer de respect. C'est chose. Mais ce que je veux dire que chacun fait le métier ce pourquoi il sait le mieux le faire. Moi, j'ai un peu un côté tribun. Donc, je peux parler, je sais lire, je peux dire à M. XY que non, ce que vous pensez, c'est ça. Si vous êtes sociologue, vous faites ça dans votre domaine. Si vous êtes, boutiquier, alors vous regardez si un juif est attaqué quelque part, vous intervenez au titre de l'humain que vous êtes. Donc chacun à son niveau doit faire en sorte, et je pense que c'est possible, doit faire en sorte que celui qui se méprend sur le sens et la volonté des anti-sionistes, qu'il arrive à avoir un peu ce qu'on appelle cette empathie. Moi, je suis assez subtil avec mes camarades africains. Les plus proches savent qui je suis réellement. Je discute avec eux. Ils n'ont pas... si je vous donne ce que... Ils ne me ratent pas. Ici, à la fin de la question, le camarade, mon ami, me demandait, est-ce que tu veux un État théocratique en Israël ou démocratique? Je n'ai pas encore répondu, hein, mais il m'a posé cette question. Donc, et c'est un philosophe de la bonne école philosophique française, ou moins occidentale, à laquelle on a été nourri. Donc, effectivement, je n'ai pas répondu, mais avec mes amis, on a cette discussion. Ce n'est pas parce que David il est chrétien un peu athée. Mais il y a d'autres qui sont musulmans que je connais depuis mon enfance. On a fait beaucoup de choses ensemble. Mais quand on parle de nos positions sur Israël, on ne se les cache pas. Merci pour votre présentation. J'ai voulu savoir, est-ce que les étudiants de Sub-Sahara d'Afrique ont étudié en Israël, ou est-ce que Israël a joué un rôle dans le Sub-Sahara positif de tout? Je ne connais pas beaucoup sur ça. Ça, il faut situer le rapport d'Israël en tant qu'État avec les États africains. Je vais faire en 3 étapes. D'accord? Il y a 3 étapes. Il y a avant les indépendances, d'accord? Les premiers leaders panafricains. Ok? Et ensuite, il y a la période des indépendances. Et puis après, il y a eu la rupture de 73. Donc, c'est 3 moments. Et même, on peut ajouter un 4e moment avec la globalisation de l'antisionisme aujourd'hui. Israël a joué un rôle positif. Je parlerai de mon pays de naissance, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une puissance agricole, une puissance respectée à cause d'Israël. Parce que le premier président de la Côte d'Ivoire a tissé de très bonnes relations avec l'État d'Israël. Et par conséquent, l'agriculture ivoirienne a été bien développée et chaque année, Israël offre des bourses à des personnes qui vont apprendre à Haïfa l'agriculture, d'autres modes. Donc ça, c'est positif. Et si vous vous rappelez, en 1958, quand il y a eu les non-alignés, il y a eu une discussion entre Kwame Nkrumah et puis Nasser. Kwame Nkrumah, qui a fait ses études ici, et qui était très proche de Golda Meir, a dit à Nasser que ta manière d'envisager ton rapport avec l'État d'Israël est fausse. Donc à l'époque, l'État d'Israël avait pensé pouvoir utiliser, céder des chefs d'État africains pour faire la paix avec les Palestiniens. Donc il y a eu ce qu'on appelle le club des 3, Senghor, Kwame Nkrumah, et puis je pense au Fouboigny, qui étaient les 3 qui essayaient d'équilibrer le rapport, mais ça a explosé. Maintenant, positivement, si je prends subjectivement, avant cette planétarisation de l'antisionisme, Israël reste pour l'Afrique quelque chose comme un miracle de Dieu. Un miracle de Dieu.
Pourquoi? Ils ont fait reverdir le désert. Mais vous savez que souvent, une trop grande admiration a son revers. D'accord? Il a son revers. Quelque chose que j'avais voulu faire à un moment, c'était de voir les motivations des pays qui n'ont jamais condamné Israël et ceux qui sont toujours restés neutres. Mais au début des années, en 2004, sur tous les pays africains, il y avait peut-être 5 ou 6 qui n'avaient pas renoué avec Israël. Ça, c'est... Et en 1980, Houphouët-Boigny disait aux Arabes, nous ne pouvons pas vous suivre dans votre désaccord. Donc entendez-vous, vous venez, vous allez nous voir, on va se voir et puis on va aller voir les Israéliens, on va voir comment on va faire. Mais entendez-vous d'abord. Donc en fait, la vision d'Israël est ambiguë. D'accord? À la fois admirer, mais à la fois aussi par moments lâcher en cours de route. Pourquoi les pétrodollars? D'accord? Pour voter, on passe la nuit, on donne ici, et ça se fait. Et puis bon, maintenant, Israël aussi, par moment, Israël doit pouvoir aussi donner un peu sous la table. Non, je dis ça, bon, je rigole, mais il doit pouvoir donner sous la table, il doit pouvoir faire du lobbying forcé. Mais sinon, en fait, la vision, avant ces derniers temps, la vision, elle était en fait, l'action, c'était votre question, israélienne, était positive. La vision, elle est toujours ambiguë, parce qu'il y a des États comme le Mali, qui sont des États qui avaient un islam dit modéré. Aujourd'hui, il n'y a pas d'islam modéré, même au Burkina. En Sardine existe à Boaké, où je suis né. D'accord? Donc, toutes ces personnes-là savent qu'est-ce qu'Israël, ils connaissent choses. Donc, aujourd'hui, directement une photographie, je dirais que l'image est plutôt ambiguë. Merci.